nos Jeux olympiques et paralympiques en France. On les a voulus. La Seine est toujours beaucoup trop polluée. On a été les chercher. C'est ça le nettoyage social, c'est de faire disparaître la solidarité. Ils sont là. Et c'est une opportunité unique de montrer le meilleur de ce que nous sommes. Ce sera un millésime français. Qu'est-ce qu'on retiendra des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ? La réponse peut pas mal varier si on est étudiant, SDF, bénévole, touriste ou parisien. Mais Paris ne fait que reprendre le flambeau des scandales qui sortent sur le pays organisateur de chaque JOP. Entre corruption à Tokyo et Rio, dopage à Sochi et Séoul, gouffre financier à Athènes ou encore attentat à la bombe à Atlanta, la liste est longue et on aimerait qu'elle s'arrête là. Sauf que dans le domaine, Paris pourrait bien avoir la médaille d'or. La capitale veut se montrer sous son meilleur jour devant les caméras du monde entier, mais l'avant JO est plutôt révélateur de ses travers. Pour les 15,3 millions de touristes qui sont attendus cet été, le désastre social et écologique sera mis sous le tapis. On dirait bien que la compétition mondiale qu'on a accueillie il y a 100 ans suscite aujourd'hui plus de défiance que d'envie. Moi, c'est Clara, bienvenue sur cette chaîne où je parle de tech et société, mais pas que. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui pourrait être le plus gros désastre des JO, la cybermenace. Bon, j'exagère un peu. Mais on va voir que les dangers liés au cyberespace peuvent vraiment impacter les jeux et que certains acteurs seraient au premier rang pour voir ça. Et on commence par la classique, les cyberattaques. En 2012, c'est Londres qui accueille la compétition, en mettant la barre haute avec James Bond qui escorte la reine d'Angleterre. Mais l'espion au service du MI6 n'a pas pu contrer les 212 millions de cyberattaques qui ont ciblé l'organisation des Jeux de cette année. Même si pour Mark Hughes, le PDG de BT Security, l'entreprise de télécom anglaise alors responsable de la sécurité informatique, ces attaques n'étaient pas forcément qualitatives et se démarquaient par leur quantité qui venait notamment d'activistes. Pour la plupart, c'était du déni de service ou du phishing par mail, des opérations de déstabilisation des plus courantes. La billetterie, c'est le gros lot pour les escrocs. Avec des faux sites qui ont l'air légitimes, ils vendent des faux billets ou ils récupèrent des données bancaires pour réserver des vols ou hôtels et les revendre après, comme ça s'est passé pendant la Coupe du Monde au Qatar. En 2020, à Tokyo, c'est 2,5 fois plus de cyberattaques qui sont montées jusqu'à 450 millions. Et les enchères continuent avec 4 milliards qui sont prévus pour la France. La cérémonie d'ouverture, c'est le moment où le pays hôte met en vitrine sa richesse culturelle et son patrimoine national avec des mises en scène et des performances artistiques. Bon, je poste cette vidéo après le 26, mais j'espère que celle qui est prévue sur la scène, ce sera bien passé. Bref, ça en fait une cible idéale et même si Emmanuel Macron a évoqué des plans de secours au Trocadéro ou au Stade de France si une menace exceptionnelle se présentait avant, des cyberattaquants pourraient profiter de la couverture médiatique énorme et couper toutes les communications le jour J. On est d'accord, ce sera un cauchemar que les autres Sud-Coréens ont vécu en 2018. Une demi-heure avant le début, Sang Jin-ho, directeur de la technologie du comité d'organisation, reçoit un message. Il y aurait un problème technique du côté d'une entreprise qui leur loue une centaine de serveurs. Bon, c'est dérangeant, mais pas insurmontable. Puis, en plein milieu du compte à rebours, et alors que les feux d'artifice se lancent et que les danseurs arrivent sur scène, un autre message plus alarmant. Quelque chose s'attaque aux contrôleurs de domaine des data centers à Séoul, soit les serveurs qui gèrent la sécurité et l'accès de tous les ordinateurs et utilisateurs d'un même réseau. Et ça, c'est la pierre angulaire de l'infrastructure informatique des JO. C'était pas un simple bug, le premier problème technique. C'était le début de ce qu'on appellera plus tard l'Olympic Destroyer. Wi-Fi, écran géant, applications officielles, tout était mort. Enfin presque. L'équipe de cybersécurité a réussi à amasser quelques serveurs survivants et à relancer progressivement les services dans les 12 heures qui ont suivi. Évidemment, après le crime vient l'enquête. Qui aurait pu faire ça ? Bon, la Corée du Nord, ce serait crédible. Sauf que les deux pays avaient amorcé un pas l'un envers l'autre en fusionnant par exemple leur équipe de hockey féminin. Les yeux se tournent alors vers le Kremlin. Banni pour une affaire de dopage, le malware aurait un mode opératoire similaire à des cyberattaques russes bien connues. NotPetya et Bad Rabbit. Mais les armes du crime matchent aussi avec des outils utilisés par APT3, un groupe de hackers liés au gouvernement chinois. En l'absence de preuves tangibles et avec un démenti du ministère russe des Affaires étrangères, le verdict final aura un point d'interrogation. Parlons d'une autre affaire, cette fois-ci bien revendiquée. Tout le monde connaît Simone Biles, Serena et Venus Williams. Et le groupe de hackers russes Fancy Bear, soupçonné d'être affilié à leur gouvernement un peu mieux que nous. En 2015, c'est eux qui étaient à l'origine de la cyberattaque sur TV5 Monde et l'année d'après, ils sont attaqués aux athlètes américaines les plus connues. Leurs dossiers médicaux ont été révélés au public avec des supposées exemptions pour des prises de dopants de la part de l'Agence mondiale antidopage, l'AMA. Mais en fait, les médicaments mentionnés, c'est des traitements pour le trouble de l'attention de Simone et des blessures musculaires de Serena. Le mobile est tout trouvé malgré encore une fois un désaveu du gouvernement russe de toute implication. C'est l'AMA qui avait dévoilé l'existence d'un dopage institutionnalisé dans le monde du sport russe, conduisant à leur exclusion dans de nombreuses compétitions internationales. Évidemment, tout ça a une dimension géopolitique et pas que sur le terrain. Pour les Jeux d'hiver qui se passaient à Beijing, les menaces cybersécuritaires étaient moins susceptibles de venir de puissances qui rêvent d'un ordre mondial bien différent. La Russie, l'Iran et la Corée du Nord.
Forcément, le réseau cloisonné chinois est plus difficile à atteindre, mais on a quand même pu observer sur le dark web des ventes de données personnelles concernant par exemple des volontaires ou encore des tentatives activistes visant à dénoncer la gestion particulière de la Chine en matière de droits humains. Alors, avant de continuer, je voulais préciser que même si on ne dirait pas, j'ai grandi avec une vision quand même eurocentrée et la plupart des médias sur lesquels je m'informe sont occidentaux. Le monde n'est pas manichéen mais bien nuancé et des pratiques, dans une certaine mesure, d'une région du monde peuvent être perçues complètement différemment dans une autre. Donc, s'il vous plaît, ne me hackez pas. Bon, on reprend. Comment faire quand l'hiver arrive de l'intérieur ? Bon, là, c'est les usual suspects en termes de surveillance. Même s'il existe un double standard de la part des Occidentaux entre la surveillance opérée au hasard par les États-Unis et ses adversaires désignés, mais bon, ça, c'est un autre débat. On va parler un peu des Jeux d'hiver et on va commencer par les très controversés qui ont lieu à Sotchi en 2014. Quelques semaines avant le début des JO, 2 attentats suicides ont frappé Volgograd, anciennement Stalingrad, avec un objectif clair: déstabiliser et dissuader la tenue des Jeux. Donc en parallèle des préparatifs, les services secrets russes préparent leur propre épreuve. Améliorer leur système d'interception des communications, SORM. Conversations téléphoniques, trafic internet, enregistrement et localisation, rien ne doit échapper aux yeux du Kremlin. Certains pays, dont les États-Unis évidemment, ont conseillé des précautions à leurs citoyens, alors que les droits LGBTQIA+, étaient mis en danger par la nouvelle loi très controversée du pays qui interdisait la propagande homosexuelle. Bref, même histoire 8 ans après à Beijing, en plein pendant la pandémie mondiale, c'est l'application My 2022, obligatoire pour toutes les personnes liées de près ou de loin au jeu, qui lève des inquiétudes. Informations météo, transfert de fichiers, données médicales liées au Covid ou même passeport. Cette fois-ci, les États-Unis, le Canada et les Pays-Bas avaient conseillé d'utiliser des appareils jetables et l'Australie avait même prévu d'installer des points Wi-Fi. Et c'est pas si parano que ça, parce que même si les autorités chinoises ont autorisé un accès non censuré à Internet aux arrivants étrangers, c'est Unicom, un opérateur chinois, qui fournissait les cartes SIM. Et le message passé en conférence de presse par le comité des JO chinois est clair. Tout comportement ou discours qui irait à l'encontre de l'esprit olympique ou des lois chinoises serait soumis à des sanctions. Alors, c'est une déclaration qui est plutôt mal passée auprès du comité international olympique et qui a conforté les nombreux pays qui avaient boycotté l'événement. Parmi eux, des pays européens et occidentaux, avec évidemment en tête de file les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni et l'Inde qui avait rejoint à la dernière minute en n'envoyant aucune délégation officielle. Tout ça, c'est ce que la France peut risquer dans la lignée des cybermenaces liées aux JO dans leur histoire. Les objectifs, c'est de perturber le déroulement des Jeux et de décrédibiliser le pays hôte. Qui pourrait souhaiter l'échec des Jeux de Paris ? Eh bah, pas mal de monde en fait. Et en première ligne, la médaillée d'or de la subversion des JOP, la Russie. Bon, aucun suspense. Mais là, la menace est plus concrète depuis la guerre russo-ukrainienne. Depuis des mois, une campagne de désinformation est menée par le groupe russe Storm 1679. Des vidéos circulent sur Telegram visant l'organisation française et les dangers liés au terrorisme médialé, avec la voix générée par IA de Tom Cruise en narration. Et les efforts se sont intensifiés ces derniers jours avec l'ajout de langues supplémentaires et l'utilisation d'IA générative pour étendre leur portée. L'autre moyen, c'est de se faire passer pour des médias légitimes comme 20 minutes, Le Monde, Le Parisien ou même le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en répandant des fake news au sujet de la guerre en Ukraine. Et cette machine à désinformation a un nom, l'opération Doppelganger. Mais elle est rapidement repérée par l'IODIS Infolab et Viginium, la branche de l'État spécialisée dans les ingérences étrangères dans le cyberespace. Une autre opération, appelée Matryoshka, est cette fois-ci un peu différente. Elle déploie des bots pour interpeller les médias directement sur les réseaux en leur demandant de vérifier une information qui est souvent une photo ou une vidéo visant à décrédibiliser l'Ukraine. Tout cet écosystème a pour but de faire peur aux touristes avec par exemple des fausses vidéos de France 24 qui dit que 24% des acheteurs de billets olympiques ont non des remboursements ou du média bruxellois Euronews qui dit que les Parisiens achètent des assurances par crainte du terrorisme. En plus de la sécurité remise en cause, c'est l'intégrité du CIO qui avait décidé que les athlètes russes et bélarusses allaient concourir sous bannière neutre et celle du président qui sont en ligne de mire. Et cette désinformation russe est mise en lumière par Microsoft, ce qui ravive les tensions entre les deux pays. Un autre conflit, moins médiatisé, attire les foudres sur la flamme. C'est celui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh après une offensive militaire de ce dernier. La France est impliquée et semble plancher plutôt du côté arménien, ce qui n'a pas plu à leurs adversaires. Une campagne de bots liée à un compte azerbaïdjanais qui appelait à un boycott des JOP a été révélée par Viginium, sans avoir pu montrer de lien direct avec les autorités du pays. Et ce sont pas les seuls à voir l'échec des Jeux. Il y a aussi Lulsec, un groupe de jeunes activistes liés aux Anonymous qui a annoncé ça sur Telegram. Ils sont bien connus en France pour avoir organisé des attaques DDoS et des fuites de données d'entités françaises, mais aussi à l'international pour avoir hacké le FBI et la CIA. Mais il va falloir qu'ils fassent preuve d'imagination parce que la ligne de défense française est bien rodée. Près de 8 milliards de tests de cybersécurité ont été conduits pour tester l'infrastructure française et se préparer à tout scénario possible.
Atos, le partenaire principal qui assure la cybersécurité des JOP et l'ANSSI, ont mis en place un SOC avec plus de 500 autres entités et un budget de 17 millions d'euros. Et un centre des opérations technologiques de 6 cm² va couvrir les opérations des 63 sites olympiques et paralympiques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bon, comme vous l'avez peut-être vu, des polices de différents pays sont venus prêter main forte pendant les patrouilles et côté cyber, ça s'organise aussi. 2 autres structures informatiques à Madrid et Barcelone permettent de réduire l'impact environnemental de la cybersécurité des JOP. Les homologues américains et japonais de l'ANSSI vont aussi participer à sécuriser les jeux, en échangeant des informations et en travaillant sur des sites à la fois en France et aux États-Unis. On comprend mieux leur implication vu que les Russes risquent d'y mettre leur nez et les Chinois aussi. Alibaba est l'un des partenaires officiels et il contribue à l'infra et aux services cloud, mais aussi à la billetterie et à l'e-commerce. Donc pour résumer, il y a plusieurs acteurs étatiques ou liés à leur gouvernement dans la sécurité des jeux, ce qui pourrait poser un problème pour nos données, surtout quand on parle de surveillance algorithmique. Bon, ça j'en ai déjà parlé sur Instagram. Elle a été validée à l'Assemblée nationale l'année dernière dans l'article 7 de la loi olympique avec un budget de 8 millions d'euros. Comme d'habitude, la lutte antiterroriste est invoquée pour utiliser ce genre d'outils avec un risque de dérive dans la banalisation de technologies intrusives. Et c'est légitimé par les menaces qu'ont reçues la France il y a quelques mois. L'objectif, c'est de détecter rapidement des situations anormales comme la présence d'une arme, d'une personne au sol, d'un départ de feu ou d'objets abandonnés. Et le nombre de cas est restreint à 8 pour éviter les abus et la reconnaissance faciale est exclue. La société Wintix, qui fournit le logiciel d'analyse de flux vidéo, a assuré avoir appris à son algo à reconnaître seulement les silhouettes et ne stocke ni images ni vidéos. Sauf que pour la quadrature du net, l'assaut de défense des libertés numériques, les silhouettes, les démarches et les gestes sont de la biométrie. Et selon des sources du Monde, le cabinet de Gabriel Attal a négocié un décret classifié permettant une augmentation de 20% pour la surveillance des services secrets, avec la collecte de données de géolocalisation, d'écoute téléphonique et plus de données visuelles et auditives. Avec les Jeux d'hiver de 2030 qui se profilent en faveur des Alpes françaises, il se pourrait que la loi demande un sursis pour s'établir durablement. Au grand mot, les grands moyens, même si la plus grande menace pour les civils ne vient pas du cyber, mais des cieux. Les drones, ça fait rêver. Livraison express n'importe où, le transport de demain peut-être, et armes de guerre. Le cauchemar ultime pendant une épreuve ou à la cérémonie d'ouverture, c'est un essaim de drones chargé d'explosifs survolant les 300 000 spectateurs attendus le long des 6 km de la Seine. Mais de nombreuses entités françaises, dont la police, Thales et l'armée de l'air, s'y préparent depuis longtemps. Pour arrêter un drone, il faut le brouiller avec un fusil spécial ou créer une bulle de brouillage autour de lui. Mais c'est risqué de le faire tomber sur la foule et de faire des dommages collatéraux. Il faut plutôt détourner sa trajectoire et trouver un endroit sécurisé pour le faire exploser sans victime. Et pour ça, tout un arsenal y veille. Le raid à Vador, un véhicule blindé équipé pour une lutte anti-drone opérationnelle rapide, pendant que Thales et CS Group pilotent Parade, un ensemble de radars et de caméras capables de détecter et de caractériser la menace. Et des drones de police sont équipés de filets pour capturer celui malveillant, comme dans les courses-poursuites américaines. Sauf que Parade a montré certaines faiblesses pendant des tests. Il aurait réussi à détecter qu'un drone sur 3, et ça que à 800 mètres de distance. Bon, on va essayer de pas finir sur une catastrophe et on va parler de la tech centrée sur le tourisme. Et on n'en a pas fini avec les drones, je vais vous parler un peu des volocoptères. Les taxi-drones qui étaient présentés comme les stars du transport aérien de demain et que j'ai pu voir à l'entrée du Vivatech pourront seulement faire leur pub au JO sur les vertiports flambant neufs construits pour l'occasion. Grosse consommation énergétique, volume sonore, aberration écologique. Bon, je suis pas sûre qu'ils auraient 5 étoiles sur Uber. La permission de voler au-dessus de Paris n'a été donnée que le 12 juin dernier et ils ont même pas eu de licence commerciale ni d'accord de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Et on va finir avec le meilleur, les QR codes. Bon, je ferai une vidéo spéciale à ce sujet, mais là on va parler du passe-jeu qui fait râler pas mal de monde. Depuis le 18 juillet, plein de zones sont interdites à la circulation, sauf pour les riverains et les personnes qui y travaillent. Pour l'avoir, il faut une autorisation après s'être inscrit sur une plateforme. Et il faut pas mal de justificatifs d'identité. Nom, prénom, adresse, photo d'identité, justificatif de domicile ou d'employeur, immatriculation et carte grise d'un véhicule. Et ça fait beaucoup d'infos qui régaleraient les cyberattaquants dont on parlait au début. Mais la CNIL veille et l'accès aux données est limité à ceux qui les traitent. Donc le ministère de l'Intérieur, la police gendarmerie et les fabricants de ces titres d'accès. Mais aussi à ceux qui les contrôlent, donc les agents de sécurité autour des zones. Ah oui, et au soleil, les QR codes sont illisibles sur téléphone. Bon, voilà, vous avez un aperçu plus ou moins exhaustif de ce qui pourrait arriver cet été dans les pires des cas. Joyeux Jeux olympiques et paralympiques et puisse la cyber vous être favorable.